Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Je vous rappelle qu'en deuxième partie de notre émission, nous aurons le plaisir de recevoir la députée de Lotbinière-Frontenac, Madame Isabelle Lecourt, reportée pour un deuxième mandat à son poste de représentante de la circonscription en question. Le Bureau des enquêtes indépendantes a institué une enquête à la suite d'une intervention policière impliquant la Sûreté du Québec. Tout aurait commencé, selon le Bureau des enquêtes indépendantes, dans la nuit de samedi à dimanche, autour de minuit 20, lorsque les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un homme de 25 ans pour conduite avec les facultés affaiblies sur la route 263 à Disraeli. L'homme a ensuite été conduit au poste de la Sûreté du Québec où il a fourni des échantillons d'haleine révélant qu'il dépassait la limite permise. Par la suite, ce dernier a été libéré et les policiers l'auraient raccompagné à son domicile de Saint-Ferdinand. Par la suite, vers 4 heures, les policiers ont reçu un appel provenant d'un proche inquiet pour la sécurité de l'homme en question qui aurait tenu des propos suicidaires. Les policiers, a indiqué le Bureau des enquêtes indépendantes, se sont alors rendus à la résidence de l'homme en question qui, à leur arrivée, aurait pris la fuite dans un boisé situé à proximité. Quelques heures plus tard, soit vers 7h50, l'individu a été retrouvé inanimé. Malgré les manœuvres entreprises, son décès a été constaté dans un centre hospitalier où il avait été transporté auparavant. Le Bureau des enquêtes indépendantes a dépêché 5 enquêteurs pour mener l'enquête sur les circonstances de cet événement. Le BEI invite quiconque aurait été témoin de l'événement à contacter avec eux. Mercredi, le 12 octobre, à 19h, le réseau des bibliothèques publiques de Thetford présentera la conférence de l'auteur et journaliste Luc Gélina. Dans ces conférences, Luc Gélina parle de hockey et de littérature en expliquant comment et pourquoi un journaliste sportif se lance dans l'aventure audacieuse de l'écriture de romans. Il raconte son cheminement d'auteur en mariant humour et anecdotes. Pendant une quarantaine de minutes, il explique aussi comment il bâtit et développe une série de livres, comment il invente les personnages et comment ceux-ci finissent par l'habiter au quotidien. Donc, à ne pas manquer, mercredi, 19h, 12 octobre, à la bibliothèque du Cégep. Une limite de 2 billets par membre a été fixée. La Grande Marche, encouragée par le Grand Défi Pierre Lavoie, sera de retour à Thetford Mines le dimanche 16 octobre prochain. Toute la population est attendue dès 10 heures dans le stationnement du Centre des congrès de Thetford Mines pour profiter de l'animation sur le site et se préparer pour le départ prévu à 10h30. Le parcours proposé par la ville de Thetford Mines est une boucle de 5,7 km dans les rues de la ville et sur une partie de la piste cyclable. Les marcheurs sont invités à s'inscrire gratuitement au www.onmarche.com pour courir la chance de remporter l'un des 50 manteaux grands marcheurs et profiter de différentes fonctionnalités dont le partage de photos et le visionnement de vidéos d'entraînement. Pour Pierre Lavoie, la Grande Marche est le fruit d'un vaste effort collectif et c'est ce qui rend cet événement si spécial. Chapeau à toutes les municipalités qui lèvent la main pour faire bouger leurs concitoyens
et leur organiser une belle fête. Je remercie les membres de la Fédération des médecins omnipatriciens du Québec qui sont mieux placés que quiconque pour rappeler aux gens l'importance de faire de l'activité physique pour garder le corps et l'esprit en santé. Un grand merci à tous les participants de la part de Pierre Lavoie. La Grande Marche est organisée en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, ainsi qu'avec la participation de Rio Tinto et du gouvernement du Québec. Dès le 21 octobre, et ce pour 6 représentations, la troupe de théâtre Les Cabotins poursuit sa saison 2022-2023 avec un tout nouveau projet impliquant la communauté, à savoir la lecture théâtralisée des mots et des voix. Des mots et des voix est une lecture théâtralisée de 28 textes rédigés par des adolescents et des adultes. Ces textes sont mis en voix par les comédiens Brigitte Desglas, Annie Lessard, Michel Lessard, Émilie Royer et Mathias Vachon, accompagnés au piano par Olivier Bouliane. Ces derniers, mis en lecture par Emmanuel Nadeau, se produiront dans la toute nouvelle salle du Studio Théâtre Paul Hébert les 21, 22, 23, 28 et 29 octobre prochains. Petite salle, lumière tamisée, scène centrale, 5 comédiens, des textes au sujet et style différents, racontés ou vécus. Le partage d'une palette d'émotions, voici l'essence même de cette production originale. Prêt à vivre une gamme d'émotions uniquement par la puissance des mots, et ce, dans une ambiance intimiste, à cette condition, les billets sont disponibles dès maintenant à l'adresse lepointdevente.com, à l'adresse www.cabotin.com ou encore au 88 338 12 55. Le 21 et le 22 octobre, les représentations ont lieu à 20h, le 23 octobre à 14h, le 28 octobre à 20h et le 29 octobre à 14h et à 20h. Les amateurs de bière, de bouffe et de musique sont invités à venir profiter de la 2e édition de l'Oktoberfest samedi le 22 octobre de 13h à 23h. On en reparle dans un bulletin subséquent. Alors, dans quelques instants, Mme Isabelle Lecourt en nos studios. Mme Lecourt, bienvenue. Merci. Et d'abord, félicitations pour les résultats de l'élection. Bien, merci. Moi, je dois remercier les citoyens. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir eu un 2e mandat. Bien, c'est d'abord ma première question. Comment avez-vous vécu la journée du 3 octobre, la journée et la soirée? Bien, j'ai trouvé la journée un peu longue, puis j'ai fait des appels pour faire sortir le vote. Je me suis impliquée, puis je suis allée voir les bénévoles qui travaillaient, je suis allée dîner avec eux, je suis allée souper avec eux, puis on a attendu le résultat du vote ensemble. Et vous avez attendu ça avec anxiété, impatience? Bien, avec impatience plutôt, oui. Donc, je pensais que j'avais des bonnes chances de regagner encore une fois. Donc, j'étais impatiente de voir le résultat. Un 2e mandat avec une majorité de tout près de 5 000, 4 800 quelques. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce résultat-là? Bien, oui, je suis satisfaite parce qu'il y avait un autre parti qui n'était pas là aussi fort en 2018. En 2018, je pense que j'ai eu 12 000 votes d'avance.
Mais là, c'est sûr que le Parti conservateur est venu gruger quelques voix, donc j'ai eu 5 000 voix d'avance. OK. Et je présume que vous aviez fait du pointage, vous aviez fait également des gros efforts pour faire sortir le vote. Oui, vraiment. Puis les gens sont vraiment allés voter par anticipation. C'était fort. Et aussi, les gens ont beaucoup voté dans le Binière-Frontenac, là. Il y a sûrement aussi des gens qui votaient pas avant. Donc, c'est ça. Ça a été fort, le vote. Oui, il y a eu un taux de participation d'autour de 75 %. C'est ça, oui. Ah, c'est plus que c'est la bien. moyenne québécoise, là. Mhm. Oui. Le premier mandat que vous avez vécu, si je vous demandais de le qualifier, vous me diriez quoi? Bien, pour moi, personnellement, ça a été 4 années de bonheur parce que j'adore ce que je fais, être députée, représenter les gens, régler des problématiques, faire avancer des dossiers, j'adore ça. Sauf que les 2 années de pandémie, ça n'a pas été facile pour les citoyens, ça n'a pas été facile pour les gens qui étaient élus. Parce qu'on voyait là, que c'était difficile pour les citoyens, mais on a essayé là, le plus possible là, de sauver de vies, puis d'aider aussi les entreprises là, qui étaient mal en point durant la pandémie. Et les résultats obtenus lors de ce premier mandat vous ont satisfait? Lors du premier mandat, oui. Puis le deuxième mandat aussi, là, une victoire, c'est une victoire. Puis 5 000 votes d'avance, bien, c'est quand même excellent. Si je vous demandais à la lumière du premier mandat que vous avez vécu, au cours des 4 prochaines années, est-ce que vous allez changer des choses dans votre fonctionnement? Bien, non. Je pense que... tu sais, on avait un bon fonctionnement par rapport à l'équipe, comment on fonctionnait. C'est sûr que là, il va y avoir des changements au niveau de l'équipe. Il y a des gens qui vont partir, je vais l'annoncer bientôt. Ça, en politique, c'est toujours un va-et-vient, donc c'est ça. Puis, moi, je fais beaucoup de suivi là, sur les dossiers politiques, puis je vais continuer à le faire là, pour être sûr que les dossiers avancent. OK, alors ça veut dire que votre premier mandat vous a satisfait au point que vous allez poursuivre dans la même veine? Oui, oui, vraiment. Oui. OK. Quels sont les dossiers qui risquent de vous occuper au cours de ces 4 prochaines années? Bien, les dossiers qui vont m'occuper, c'est le retour du train. Ça, c'est pas encore terminé, là. Ça se poursuit. Là, on a besoin d'un échéancier, d'un budget, donc c'est là-dessus que je vais me concentrer. Puis, on a aussi tout le plan d'action des résidus amiantés. Il y a l'observatoire qui va être mis sur pied incessamment. Puis, tout ce qui s'ensuit aussi dans ce plan-là. Puis, il y a aussi du côté de Lotbinière, là, la communauté urbaine de Québec. Donc, il y a certaines municipalités qui vont pouvoir faire partie de cette communauté urbaine-là. Donc, c'est un dossier sur lequel je vais beaucoup travailler. OK. Et quand vous parlez du train, on a besoin d'un budget, il y a des interventions importantes que vous allez devoir faire? Bien, ça va être de suivre le dossier puis être sûr là, que ça va selon ce que je voudrais que ça aille. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce dossier-là. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très dédiés. Je le vois, là, les équipes veulent que ça fonctionne. Puis, tu sais, moi, je voudrais qu'en 2024, le train puisse revenir. Puis c'est ça, moi, je vais suivre ça là, très intensément. Est-ce qu'il y a des nouveaux dossiers? Parce qu'on parle de résidus miniers amiantés, on parle de trains, on parle peut-être du stade couvert aussi. Est-ce qu'il y a des nouveaux dossiers à venir? Bien, les nouveaux dossiers, c'est sûr que les dossiers sont préparés soit par des organismes, soit par les municipalités, tout ça. Oui, il va en avoir des nouveaux, mais moi, je vais les prendre dès qu'on me les soumet.
Parce que, puis il y a aussi, tu sais, le dossier de la zone d'innovation, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire avec les résidus miniers. Puis il y a des bons emplois là, à venir avec ça. Il y a des investissements privés qui s'en viennent pour un demi-milliard et je sais qu'il y a d'autres entreprises à l'étranger qui sont intéressées à venir investir dans la région. Vous nous avez mis l'eau à la bouche avec Zone d'innovation et vous avez dit qu'il n'y en avait pas dans le domaine minier encore. C'est ça. Je vais faire signe au ministre concerné. Vous pouvez nous dire en quoi consiste? Est-ce que c'est un programme? Est-ce que c'est un... Bien, dans le fond, les scientifiques travaillent avec les entreprises pour développer des procédés. Puis là, ensuite, bien, il y a une entreprise qui émerge, donc il y a des bons emplois. Puis une zone d'innovation, c'est aussi un endroit où est-ce qu'il y a des infrastructures sportives pour accueillir les familles, tout ça. Donc, c'est vraiment, tu sais, un ensemble de choses. C'est la création d'un milieu de vie? Oui. Puis, tu sais, on a fait un investissement là, pour le cégep là, avec le centre sportif. Donc, tout ça fait partie là, de ce que j'aimerais apporter à la région. Quand vous avez dit qu'il n'y en a pas encore dans le secteur minier, est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'il y aura un endroit qui aura été choisi, ça deviendra une exclusivité pour cette région-là? Bien, c'est plutôt le savoir puis les façons de faire, mais tu sais, la zone d'innovation peut collaborer avec différentes entreprises, différents centres de recherche aussi à l'extérieur là, de la région. Là. OK. Ce qui veut dire que ça serait en plus de l'observatoire sur l'amiante. Oui. Oui. Donc, l'Observatoire, je sais qu'il y a du travail qui se fait, des rencontres, et ça va être mis sur pied là, incessamment. Quand vous avez demandé, vous avez sollicité un premier mandat, vous aviez dit, je veux faire changer les choses, je veux faire avancer les choses. Si on vous demandait dans un deuxième mandat, qu'est-ce que vous avez comme volonté? Bien, je dirais la même chose parce que moi, j'aime ça quand ça bouge, j'aime ça être occupée, puis les problèmes complexes, les dossiers complexes, j'aime ça parce que j'aime la stratégie, j'aime essayer de trouver, ça va être quoi, tu sais, où est-ce qu'il faut aller, puis comment régler le problème. Puis, bien, c'est ça, j'ai déjà commencé des dossiers qui traînaient depuis plus de 20 ans. Puis là, bien, ça va bon train, là. Fait que moi, je veux continuer, là, dans le même sens. À la dissolution, vous étiez adjointe parlementaire de la ministre Geneviève Guilbeault. Oui. Vous vous étiez occupée de violences conjugales, de protection de la jeunesse. Dans un deuxième mandat, quelles sont les responsabilités que vous aimeriez que le premier ministre vous confie? Bien, moi, je me suis présentée en politique pour les femmes et les enfants, donc c'est sûr que ces dossiers-là m'intéressent beaucoup. Le dossier de la violence conjugale, je vais continuer à le suivre, même si j'ai plus ce dossier-là en particulier. Puis dans le prochain mandat qui commence, c'est certain que le dossier, il y a des dossiers qui m'intéressent concernant les jeunes, comme par exemple le décrochage, la violence. Mais c'est le premier ministre qui va décider là, qui fait quoi. Le premier ministre va décider quand, qui fait quoi? Bien, ça va être dans les prochaines semaines, prochains jours. Donc, c'est ça qu'on attend. Est-ce que vous croyez que le fait qu'on se retrouve avec 90 députés, ce sera plus difficile de faire cheminer les dossiers et les demandes? Ben non, non. Les dossiers, il faut qu'ils soient bien montés, puis il faut que, tu sais, dans le fond, c'est de l'argent public qu'on gère, il faut bien gérer. Puis quand le dossier est bon, normalement, on n'a pas trop de difficultés à le faire avancer. Avez-vous l'impression que
en ce deuxième mandat, vous aurez un certain avantage, à tout le moins, de connaître le rouage. Oui, bien, au premier mandat, là, je dirais qu'il y a plusieurs mois qui, au début du mandat, qui ont servi à apprendre le métier, tout ça. Donc là, c'est déjà fait, puis je suis déjà prête au travail. Après une élection, vous avez jamais vécu la situation, mais de l'intérieur, vous avez pu voir à quoi ça peut ressembler. Est-ce qu'il risque d'y avoir d'énormes changements, tant au niveau des élus qu'au niveau de la fonction publique elle-même? Ben, je ne pourrais pas vous dire là, s'il va y avoir d'énormes changements. Là, on va avoir des rencontres avec le premier ministre, tout ça, mais à première vue, j'ai pas. Non, je ne sais pas. Vous vous attendez à des rencontres quand, là, à peu près dans... Bien, une fois qu'on est assermenté, là, on va avoir des rencontres de caucus, tout ça. Là. Alors, Mme Lecourt, c'est tout le temps qu'on avait à notre disposition. Alors, on vous remercie infiniment de vous être prêté à cette entrevue, compte tenu de votre emploi du temps qui doit recommencer à être chargé. Alors, on vous souhaite le meilleur des deuxièmes mandats. Merci beaucoup, merci. Alors, merci bien. Et quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine à tous et à toutes. Une bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.